Loueur en meublé, ça veut dire quoi? LMNP, LMP, quelles sont les différences entre ces deux statuts, pro et non pro? Quels en sont les impacts? Et évidemment, quels sont les points communs? Parce que oui, il y a un paquet de points communs quand même. En bonus, on s'arrêtera notamment sur une spécificité de chacun de ces deux statuts, afin de vous éviter les erreurs souvent dues à des approximations qu'on trouve sur Internet. Alors les deux statuts LMNP, LMP, c'est parti, juste après ça. Dans la location meublée, il y a deux statuts. Le loueur de meublé non professionnel, LMNP, et le statut de loueur de meublé professionnel, ou LMP. On définit rapidement le loueur en meublé, c'est quelqu'un qui loue des logements qui sont meublés, c'est-à-dire qui sont équipés comme le mentionne le décret du 31 juillet 2015, qui indique que même les petites cuillères doivent se trouver dans le logement, et même un four. On ne s'arrête pas aux meubles, donc il suffirait d'un lit, une table, de 2 chaises, ça, c'est fini. Il y a une liste précise d'équipements à respecter pour que le bien soit réellement en meublé. Je précise tout de suite que le statut ne change en rien la façon dont on peut exploiter l'immobilier. Il ne change que la fiscalité. Alors, on va commencer par les points communs entre les deux statuts LMNP et LMP. En premier point commun, dans les deux statuts LMP et LMNP, on peut louer en courte durée la location type Airbnb ou Booking par exemple, ou en location longue durée avec des baux qui sont généralement de plus de 3 mois, par exemple le bail étudiant de 9 mois ou le bail de 12 mois pour un bail meublé à l'année qui sera généralement reconduit tacitement. Les deux statuts permettent donc de louer en location meublée des biens immobiliers et de choisir le mode d'exploitation des biens immobiliers et le type de population auquel on va s'adresser, étudiants, retraités, actifs, famille, touristes, salariés en mission professionnelle, détachés dans une entreprise près de votre logement pendant 1 mois, 3 mois ou 6 mois, généralement des auditeurs d'entreprise ou des ingénieurs. Ce n'est pas parce qu'on est pro qu'on peut faire de la location courte durée par exemple. On est pro ou non pro et on choisit son mode d'exploitation. Le deuxième point commun dans les deux statuts, c'est qu'on peut faire une comptabilité au réel ou une comptabilité au régime micro. En LMNP, ce sera le micro-BIC, et en LMP, on est alors sur la logique d'une micro-entreprise, ce qu'on appelait avant auto-entrepreneur. Le régime micro, c'est un abattement forfaitaire de 30, 50, 71% selon le type d'activité exercée. Pas la peine de dire en commentaire que j'ai oublié d'autres abattements forfaitaires, je le sais, c'est fait exprès. Bref, là-dessus, concernant les abattements des régimes micro, il y a pas mal de mouvements en ce moment, et je prévois donc une vidéo spéciale sur les régimes micro. Du lourd, vous allez voir. Depuis quelques années, la fiscalité de la location meublée, donc des statuts LMNP et LMP, a beaucoup évolué, notamment le statut LMNP. Les réformes ont commencé par des évolutions importantes sur les statuts pro et non pro et leur définition. À ce sujet, vous avez le lien en description pour la vidéo qui définit les deux statuts et qui vous indique les risques en cas de passage d'un statut à l'autre. Le troisième point commun, c'est la comptabilité. On va voir dans d'autres vidéos qu'il y a des subtilités à prendre en compte sur ce point, notamment sur le loueur de meublé non professionnel. Mais ici, on balaye rapidement les deux comptabilités dans ce qu'elles ont en commun. La première chose, c'est qu'on a des recettes. Ces recettes qui sont évidemment charges incluses. Dans les loyers, plus les charges, le forfait de charges qu'on va imputer au locataire ou bien les forfaits ménages facturés au locataire en courte durée. Eh bien, ces recettes, ce sont vos loyers plus vos charges encaissées. Ensuite, on va déduire les charges qui sont liées à notre investissement. Toutes ces charges, c'est la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, les assurances, l'assurance P&O, propriétaire non occupant, l'assurance du crédit, les petites réparations, le ménage, etc. On va aussi déduire les charges de copropriété et si on doit payer la taxe d'habitation parce qu'on exploite en courte durée ou bien qu'on l'a intégré dans le forfait de charges payé par les locataires, c'est souvent le cas d'ailleurs pour les colocations, on payera alors la taxe d'habitation et elle figurera bien sûr parmi nos charges déductibles. On aura aussi les frais de gestion, les agences et tout ce qu'on peut avoir comme charges en courte durée, la conciergerie, le ménage, la lessive et évidemment les achats de consommables. On a ensuite la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui est le successeur de ce qu'on appelait la taxe professionnelle et c'est aussi une charge déductible. Ensuite, une fois toutes ces charges déduites, on va penser à déduire nos amortissements. Je le rappelle, les amortissements, c'est la comptabilisation de la perte de valeur d'un bien
Ils viennent réduire le résultat d'exploitation de notre activité de loueur en meublé. À la suite de ça, si on a des déficits résultant des précédents exercices fiscaux, on va consommer nos reports de déficit et globalement, on va arrêter la comptabilité à zéro. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de déficit imputable sur nos revenus. Et là, il y a des subtilités que je vous explique dans le chapitre des différences entre les deux statuts, un peu de suspense en fait. Avant d'aborder le quatrième point commun, qui je suis? Je suis conseiller en gestion de patrimoine et investisseur. Je crée les sociétés pour mes clients, les SCI, les SAS, les SARL, et je forme les personnes qui veulent investir dans l'immobilier locatif. Je développe également des applis, des outils d'aide à la décision, simulateurs et applis qui sont destinés à l'investissement immobilier. Le quatrième point commun entre les deux statuts pro et non pro, ça concerne les frais d'achat, agence et notaire. Et bien dans ces deux statuts, on va pouvoir décider de passer ces frais d'achat en charge ou en amortissement. Et ça, évidemment, c'est une décision très importante pour deux raisons. La première raison, c'est que cette décision qu'on prend pour le premier bien s'imposera aux autres biens détenus sous le même numéro SIREN. La deuxième raison, c'est que cette décision aura des impacts comptables importants et, en fonction du rendement des biens et en cas de passage du statut de non-pro au statut pro, par exemple. On a vu les points communs, maintenant on s'attaque aux différences principales entre les deux statuts LMNP et LMP. La première différence, c'est la question du déficit. En LMP, on peut avoir un déficit qui va venir s'imputer sur nos autres revenus professionnels, à condition que ce déficit ne résulte pas des amortissements. Je vous explique tout ça dans la vidéo dédiée au LMP. En résumé, il faut que les charges qu'on vient de lister dépassent les recettes. Et si ce n'est pas le cas, et qu'on est en déficit du fait des amortissements, ce déficit sera reporté sur les exercices suivants. Et il ne viendra pas réduire notre impôt sur le revenu résultant de nos salaires, nos revenus d'activité. Donc, à moins d'avoir des rendements locatifs particulièrement pourris, vous ne serez pas en déficit qu'on peut imputer sur les autres revenus. J'en profite pour répondre à une question qu'on m'a posée récemment. Est-ce qu'il faut acheter un bien pas rentable pour compenser un bien rentable qui génère de l'impôt? Ma réponse? C'est pas très compliqué. Quand vous gagnez 100 €, vous payez toujours moins de 100 en impôts. Donc, est-ce que gagner seulement 20 € permet de gagner plus d'argent qu'en en gagnant 100? Réponse, non. Donc, on n'a aucun intérêt, absolument aucun intérêt, à avoir un investissement avec un rendement pourri pour compenser un autre qui serait trop rentable. Non mais un investissement trop rentable, on rêve quoi. Bref, qui peut imaginer que ce soit une décision pertinente? Donc, en LMP, le loueur professionnel, les déficits permettent de réduire l'impôt seulement si les charges du meublé dépassent les recettes. Si ce n'est pas le cas, next. Pourquoi? Parce que les déficits résultant des amortissements ne peuvent pas avoir d'impact sur la fiscalité des autres revenus professionnels du foyer. C'est la simple raison. En résumé, si vos charges sont plus faibles que vos recettes, le déficit résultera forcément de vos amortissements, donc pas de baisse de la fiscalité sur vos revenus professionnels. Un exemple chiffré, vos salaires, 30 000 €, votre déficit lié aux amortissements, 5 000, vous continuez à payer l'impôt sur 30 000 €. Alors on passe au LMNP. En LMNP, en meublé non professionnel donc, on ne sera pas en négatif. On bloque la compta à zéro et on reporte les déficits. Et sur ce point, il faudra faire très attention avec les déficits selon leur origine. Vous avez tous les détails sur la vidéo dédiée au statut LMNP. Allez, un petit spoiler quand même, les déficits résultant des charges sont reportables 10 ans. 10 ans seulement, puis ils s'éteignent. Alors que les déficits résultant des amortissements sont reportables sans limitation de durée. Ça veut dire que si votre rendement n'est pas suffisamment élevé pour être en positif pendant les 10 premières années, votre report de déficit de charge de l'année 1 sera perdu. Et si le résultat est positif, il faudra que ce report de déficit de charge puisse être consommé par les bénéfices des 10 années suivantes. Un exemple, vous avez 20 000 € de déficit après la clôture du premier exercice. Les années suivantes, votre résultat, amortissement déduit, est négatif, votre report de déficit ne sera jamais consommé. Maintenant, imaginons que le résultat des années suivantes soit de 3 000. Eh bien, en 7 ans, votre report de déficit sera bien consommé avant les 10 ans. J'ai 7 ans à 3 000 € de bénéfices, ça fait 21 000. On aura bien consommé notre report de 20 000 € en moins de 10 ans. Il faut donc bien anticiper ce paramètre dans l'étude de projet et donc dans les options comptables, et ça sur 2 points notamment. Le fait de passer les frais d'achat, agence et notaire, en charge ou en amortissement, ça c'est le premier point.
Le deuxième, on va établir un plan d'amortissement qui permette de consommer ce report de déficit si on en crée un au départ. Et encore une fois, si l'objectif, c'est de le consommer. Donc, il faut bien poser les chiffres pour prendre les bonnes décisions, notamment sur la stratégie liée aux frais d'achat et sur le plan d'amortissement, et ça pour chaque bien acheté. Je précise d'ailleurs que cette vidéo fait partie d'une série sur la location meublée. Donc si vous voulez en savoir encore plus sur les subtilités comptables des statuts LMNP et LMP, le passage de l'un à l'autre en prenant réellement en compte les conséquences, suivez les autres vidéos de cette série spéciale LMNP-LMP. Allez, la deuxième différence entre le LMNP et le LMP, en tant que pro, on paye des charges sociales. Toujours. Même si on est en négatif, pas de revenus donc, mais on paye malgré tout un forfait minimum de charges sociales. Environ 1 300 € annuels en ce moment. En tant que loueur de meublés non professionnels, pas de charges sociales si on loue exclusivement en longue durée. En gros, retenez ceci, pas de Airbnb, pas de charges sociales en LMNP. Mais dès qu'on perçoit plus de 23 000 € de loyer, charges incluses, je le rappelle, et ne serait-ce qu'un seul euro de recettes en courte durée, eh bien on est assujetti aux cotisations sociales. La doctrine sociale a interprété ce qui avait été prévu par le code fiscal. Mais il faut convenir que ce qui était prévu, plus de 23 000 € de recettes en courte durée, entraîne le paiement de charges sociales, ça avait un défaut. Dans le compte de résultat, il fallait distinguer les recettes longue durée et les recettes courte durée. Et pour l'URSSAF, la question a donc été simple. Est-ce qu'on préfère une limite éloignée ou bien est-ce qu'on veut encaisser du fric? Après un brainstorming de 4 secondes et demie, boum, ils ont choisi l'option, c'est pas compliqué, on veut plus de fric. C'est ça la doctrine sociale sur le LMNP avec des revenus en courte durée. Donc si vous devez louer 4 nuitées par an en courte durée, posez-vous la question pour le coup, est-ce que ça vaut le coup de payer au minimum le forfait de 1 300 € en charge sociale, en charge URSSAF? Là c'est pareil, vous voyez la vidéo dédiée au statut LMNP. Une dernière différence pour la route, la troisième différence entre le LMNP et le LMP. L'imposition sur plus-value lors de la revente d'un bien. Là, il y a des conséquences assez importantes qui méritent qu'on s'y intéresse très précisément. On en parle dans les autres vidéos dédiées au statut LMNP et LMP. En LMNP, les réformes en cours, et qui ne sont pas terminées, je le rappelle, c'est qu'on a un mélange de plus-value des particuliers et de reprise des amortissements. En LMP, on décompose la plus-value en deux catégories, les plus-values long terme, la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, et les plus-values court terme, les amortissements qu'on a déjà déduits. Je vous ai prévu un topo assez clair pour vous aider à anticiper les impacts liés au fait d'être au statut LMP ou au LMNP en cas de revente. Je vous y donne également mon avis sur les évolutions à venir sur cette FISCA de plus-value, notamment pour les LMNP. J'ai encore une précision à faire et je rappelle que pour un audit ou la création de votre société SCI, SAS, SARL, vous pouvez me contacter via le lien que vous retrouverez dans le descriptif sous la vidéo. La précision que je tenais à faire depuis 2016, j'avertis les investisseurs en meublé, notamment les 99% qui sont devenus LMNP avec des projets qui fonctionnent avec une fiscalité très douce, de la trésor dispo, bref, au paradis. Aujourd'hui, pas mal de ces investisseurs se retrouvent LMP et ce n'est qu'un moindre mal, même si 15 ou 20% de charges supplémentaires en URSSAF, ça peut être désagréable. Pour ceux qui sont restés LMNP, les réformes ne sont pas terminées. Il reste envisageable que les amortissements ne soient plus déductibles des revenus. Ce n'est pas encore fait, mais ça reste une option que moi, je prévois. Donc je rappelle une chose, votre projet doit fonctionner pour vous dans la pire fiscalité, le nu à l'impôt sur le revenu. Bref, sans amortissement. Si vous savez gérer financièrement cette fiscalité, cette pire fiscalité, vous saurez digérer les réformes qui vont venir. Parce que oui, au fait, l'État a besoin d'argent, le scoop, ça c'est l'impôt. Et l'URSSAF a besoin d'argent, un autre scoop, ça c'est les charges sociales. Donc plus que jamais, soyez forts en connaissance et apprenez à anticiper. Tous les liens sur mes formations et les prestations de conseil sont en description sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout lâchez bien le pouce bleu. Je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt.